est 18 h, nous sommes vendredi, on se rapproche du week-end en douceur. Merci de me rejoindre pour Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. On est ensemble, vous le savez, pour une petite heure d'actu et de rencontres en Savoie-Mont-Blanc au programme de ce vendredi 29 mars. Le chef des troupes de montagne sera sur ce plateau dans quelques minutes. Le général Pierre-Joseph Giffre commande depuis cet été la 27e brigade d'infanterie de montagne, soit près de 6700 femmes et hommes. Elle a 20 ans et est une chef d'entreprise pleine d'énergie. Coralie Fernex s'est lancée dans l'entrepreneuriat et propose des gardes d'enfants et d'animaux en Haute-Savoie. Elle viendra partager son expérience. C'est vendredi, l'heure des sorties. Comme chaque semaine, Camille sera avec moi pour nous donner toutes ses bonnes idées pour le week-end. Et à 18 h 30, comme chaque jour, c'est le JT. Et ce soir, c'est Seb qui est aux commandes. Et on commence avec les titres, du coup. Salut Seb. Et on commencera avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc qui était réuni à Annecy ce matin. Oui, l'Assemblée bidépartementale qui regroupe des conseillers départementaux de Savoie et de Haute-Savoie a donc voté son budget primitif pour l'année 2019. Il a beaucoup été question d'agriculture, avec une aide envers les agriculteurs qui ont souffert de la sécheresse et envers la filière reblochon. On écoutera quelques réactions. Et puis une belle découverte. Oui, avec les thermes nationaux d'Aix-les-Bains, fermés depuis 2018, qui nous ont ouvert leurs portes. Visite assez insolite, assez intéressante de la part de Clémence Roaldès et Florent Brenin, avec, on verra, plein de choses inattendues. On poursuit avec notre petite revue de presse quotidienne et on commence avec, on peut dire, une fierté locale. Voilà, une fierté locale, puisque ce jeudi soir avait lieu la 11e édition des Travels d'Or. C'est une cérémonie qui récompense chaque année les meilleures entreprises de l'industrie du tourisme pour leur travail sur le web. Et donc, tu l'as dit, bonne nouvelle pour le territoire, puisque Savoie-Mont-Blanc Tourisme a décroché le prix spécial du jury dans la catégorie réseaux sociaux, une catégorie qui a été créée cette année pour la première fois. Donc voilà, chapeau, bravo aux équipes de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Et puis, Tony Parker veut investir en montagne. Oui, la star du basket français qui évolue en NBA. Il n'en finit plus d'investir après avoir acheté l'Asvel il y a quelques années. L'équipe de Lyon chez les filles, le quadruple champion NBA, le championnat de basket nord-américain, serait en passe de racheter la station de Villard-de-Lans dans le Vercors. En Isère, selon nos confrères du Dauphiné Libéré. Ça a pris, c'est plus qu'une rumeur, hein, ça prend du poids, puisque ce jeudi soir, le conseil municipal de Villard-de-Lans a officiellement acté le changement d'actionnaire majoritaire. La société d'équipement de Villars-Corançon a cédé 76,8% des parts de la station à la société Infinity Nine Mountains, qui appartient donc à monsieur Tony Parker. On devrait en savoir un peu plus dans les semaines, dans les jours, voire les semaines à venir. Toi, on va continuer à parler sport avec toi, avec notamment un stade à Chambéry. Beaucoup l'attendent. Il semblerait que le coup d'envoi soit pour dans pas longtemps. Oui, voilà, je l'ai pris pour toi, cette revue de presse. Donc, ça se passe, c'est Eco-Savoie-Mont-Blanc qui revient sur le futur stade de Chambéry. La reconstruction représente un investissement de 13,5 millions d'euros. Le financement n'est pas encore tout à fait bouclé, mais le projet, oui, on peut le voir sur cette image. La structure actuelle a été construite entre 1930 et 1950, donc il y avait vraiment besoin d'un coup de neuf. Ça peut aussi poser problème pour accueillir certains matchs des fédérations. Tu sais ça mieux que moi, il y a des fois des dérogations qui sont nécessaires, etc. Ça peut aussi intervenir sur les résultats sportifs, donc il y avait un petit peu urgence. Le nouvel équipement viendra s'installer entre le centre nautique qui est en cours de réalisation et le centre funéraire. Et l'objectif, c'est une mise en service à l'automne 2020. Une nouvelle vidéo pour notre ami Candide Tovex. Voilà, un petit clin d'œil avec sa dernière création. Il est tout le temps plein d'imagination. Et ce coup-ci, il signe un exploit qui sent bon la fin de saison. Donc voilà, il a posté ça sur son compte Instagram hier soir. Voilà, petit chassé-croisé. Merci Seb. Merci à tout à l'heure. Pour le JT, enfin pour le rappel des titres, je reçois maintenant le général Giffre, le commandant des troupes de montagne. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Alors vous dirigez depuis cet été les 6700 femmes et hommes de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Est-ce que vous pouvez rappeler quelle est la spécificité de cette 27e BIM au sein de l'armée française ? D'accord, en fait, on sommes même plus de 6700 puisque nous avons 1300 également réservistes. En fait, on est 8000 au total. Donc beaucoup de monde. Voilà, d'actifs et de réserves, oui, beaucoup de monde. La 27e brigade d'infanterie de montagne est l'une des 7 brigades interarmes de l'armée de terre française. Dont la spécificité est double, c'est-à-dire qu'on a des capacités qui sont communes à toutes les autres brigades. C'est ce qui explique qu'on soit en Afrique, on se déploie bientôt en bande sahélo-saharienne, en Irak. Et également, sa particularité, c'est que nous sommes capables d'intervenir, de conduire des opérations en montagne et par grand froid.
Pour les pays de Savoie, parce qu'il y a plusieurs territoires couverts par la 27e. Pour les pays de Savoie, il y a évidemment le 13e du côté de Barbie, le 27e du côté de Crangevrier. Il y a aussi l'école militaire de haute montagne de Chamonix, le groupement d'aguerrissement montagne de Modane. Oui, cette proximité exactement. pour les troupes, elle est importante, cette proximité du terrain montagne? Alors historiquement, ça nous avait desservi d'être finalement assez concentrés dans les Alpes parce qu'on était un petit peu marginalisés. Voilà, aujourd'hui, c'est un énorme atout, et notamment en termes de ressources humaines, puisque nos gens peuvent basculer d'une garnison à l'autre assez facilement, sans forcément déménager. Puis le second atout, c'est qu'on est totalement intégré au territoire, au milieu humain civil. Voilà, et nous on va s'entraîner dans les grands centres de l'armée de terre, qui, notamment dans l'est de la France ou dans le sud. Mais nous, nos terrains d'entraînement au quotidien, ce sont les montagnes que nous partageons voilà, avec les acteurs économiques et les touristes. Il y a un vrai attachement, en plus de la population locale, à ces... Alors là, en l'occurrence, pour le 13e et le 27e, ce sont des Oui. chasseurs alpins. Il y a un vrai attachement à ces bataillons. Ah oui, oui, bon, je pense que l'attachement est vraiment réciproque. Cet attachement, bon, il nécessite d'être cultivé. C'est pas parce que nos relations ont toujours été bonnes qu'il faut se contenter de ça. Il faut le cultiver pour les raisons que je vous ai dites, notamment parce que nous, si on ne peut pas s'entraîner sur nos territoires, bon, c'est pas dans l'est de la France qu'on pourra s'entraîner au combat en montagne. Voilà. Après, il faut le cultiver par les relations au quotidien, par le respect pour nous de l'environnement, le respect des propriétés, le dialogue avec les élus, et puis également par les commémorations, parce que le lien est d'abord historique. Il est fondé notamment sur le rôle qu'ont pu jouer les militaires pendant la résistance et pour la libération de nos départements, ce qui sera fêté commémoré dimanche, en présence du président de la République au Glières. Oui, voilà, 75e anniversaire Oui. des combats des Glières. Ce type d'événement, en présence effectivement d'Emmanuel Macron, ce type d'événement, il y a plus de 1000 personnes attendues sur Oui. la cérémonie. Ça permet de resserrer ces liens dont on parlait? Ah oui, complètement. En tout cas, de les perpétuer. C'est un enjeu d'autant plus important que les anciens, ceux qui ont les derniers témoins, vont bientôt nous quitter. Et que je pense que nous, l'armée, le 27e bataillon de chasseurs alpins en particulier, pour ce qui concerne le souvenir des Glières, nous serons parmi ceux qui vont transmettre la mémoire. Personnellement, justement, le 27e, vous avez servi au 27e, vous l'avez commandé, Oui. c'était il y a près de 10 ans. Votre attachement à ces troupes de montagne, il vient d'où? En fait, je suis d'origine d'un département qui est voisin, l'Ain. Et voilà, j'ai personne de ma famille qui était militaire, mais j'avais beaucoup entendu parler des bataillons de chasseurs alpins. J'aimais la montagne, mais comme on la pratique comme un touriste, voilà. Et puis j'étais beaucoup aussi passionné par l'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chasseurs alpins qui avaient participé à la résistance. Et ça m'a toujours attiré. Voilà comment ça s'est produit. Donc c'est une histoire qui peut peut-être inspirer beaucoup de gens. Voilà, pour venir chez nous, il n'y a pas besoin d'être un alpiniste ou d'être un grand skieur. C'est nous qui amenons les gens au sommet. Et voilà. Le recrutement, justement, c'est l'un des thèmes importants, alors depuis longtemps, je suppose, Ouais. mais particulièrement, c'est-à-dire que on l'entend souvent, la publicité, l'armée de terre recrute, c'est le cas aussi des troupes de montagne. Oui, oui. On recrute en permanence, on recrute plus de 1000 personnes, garçons et filles par an. Ça s'explique par le fait qu'on a un flux, c'est-à-dire qu'il faut que nos soldats soient jeunes, parce que c'est, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est exigeant physiquement, techniquement, psychologiquement. Donc voilà, on a un flux continu de recrutement, avec une particularité, c'est qu'on recrute à la fois des officiers, des sous-officiers, beaucoup de militaires du rang, de soldats, mais qu'on leur permet en interne de progresser. Et on a plusieurs militaires du rang qui sont aujourd'hui sous-officiers, et même certains officiers. Voilà, donc c'est la particularité de notre monde. Et vous recrutez des hommes et des femmes. Oui, effectivement. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas fait un effort particulier de recrutement pour les filles. Ou alors le recrutement était plutôt concentré dans les services, dans l'administration. Voilà, aujourd'hui, on change notre fusil d'épaule, si on peut dire.
Et puis, je vous remercie donc de m'accueillir. Voilà, c'est pour aussi dire aux filles qui ont la volonté, qui ont le potentiel, qu'elles sont les bienvenues chez nous, et pas seulement pour occuper des fonctions de soutien ou administratives, mais également dans les unités de combat. Voilà, on en a quelques-unes, officiers, sous-officiers au militaire du rang, et voilà, on les accueille sans difficulté. Et surtout qu'il ne faut pas, comme pour les garçons, qu'ils s'inquiètent en se disant j'ai peut-être pas le niveau. Non, c'est nous qui ferons en sorte, grâce à nos écoles, nos centres de formation, nos formateurs, d'amener les gens, nos jeunes recrues, au niveau technique et opérationnel requis. Donc il ne faut pas hésiter à aller, en tout cas se renseigner. Oui, se renseigner, venir nous voir directement, taper à la porte du 27 par exemple, ou du 13, et puis voilà, et échanger. Et puis, je pense qu'on a un métier, enfin le métier de soldat en tout cas, il est ouvert à ces gens, et puis il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aventures à faire avec nous. Alors l'année 2018 a été très marquée par l'opération Sentinelle. Ça va se poursuivre cette année, mais il y a aussi pas mal d'opérations extérieures. Vous les avez citées en début d'interview. Le Sahel, l'Irak, la Côte d'Ivoire. Quel va être le rôle des troupes de montagne sur ces terrains-là? Alors, donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que entre 2015 et 2018, on a été extrêmement mobilisés par l'opération Sentinelle de lutte antiterroriste, et pour cause, puisque le danger était imminent. Daesh n'avait pas encore été totalement neutralisé, notamment au Levant. Il faut savoir qu'on reste quand même sur l'opération Sentinelle, mais qu'une année sur deux, on est également massivement projetés à l'extérieur. Donc je vous ai dit qu'on était 8000 en comptant les réservistes, mais sur les 6700 hommes et femmes d'actifs, il faut savoir qu'il y en a 3000 qui sont projetés donc, entre l'Afrique et le Levant. Donc grosse proportion. Ouais, une énorme proportion. Et 2000 autres, donc ça fait 5000 sur les 6700, 2000 autres qui sont projetés également sur l'opération Sentinelle, à la fois dans les métropoles des Alpes, mais également à Lyon, à Marseille, à Lille et bien sûr à Paris. Qu'est-ce qu'on fait en opération extérieure? On continue de lutter contre le terrorisme, et on appuie les pays partenaires ou les pays alliés pour éviter qu'ils ne soient déstabilisés et qu'il se produise ce qui se passe dans les pays faillis, comme on dit. Eh bien, à la fois une très forte insécurité et puis également des départs massifs de population. Quelles technicités peuvent apporter, le terme n'est pas choisi au hasard, on va en reparler, quelles technicités vous allez pouvoir apporter sur ces terrains extérieurs-là? Le soldat de montagne, vous voulez dire? Alors, ce qu'on apporte, c'est que la montagne, c'est un milieu tellement exigeant. Comme on dit, il fait hurler les principes de la guerre. Donc on peut le transposer sur des terrains comme le Sahel ou le Levant, qui sont des terrains très exigeants également. Ce que ça nous procure, c'est que nos gens sont très autonomes. Là, vous voyez un soldat qui descend en rappel tout seul, vous voyez qu'il ne peut pas y avoir le chef à côté de lui. Donc l'autonomie est très importante. On a des gens qui sont très forts physiquement, qui sont très résistants, qui, à mon sens, ont beaucoup d'humilité. Et qui savent ce que veut dire le collectif, donc qui ressentent bien le milieu dans lequel ils évoluent. Voilà, on est une force qui repose beaucoup sur l'autonomie et sur la prise de décision décentralisée. Alors j'utilisais le terme technicité. La ministre des Armées, Florence Parly, était à Cran-Gevrier il y a quelques jours, le 21 mars. Oui. Elle a annoncé l'instauration d'une prime de technicité justement pour certains militaires de montagne. Ça faisait 10 ans, je crois, que vous l'attendiez. Cette prime, c'est une belle reconnaissance? Ah oui, c'est plus de 10 ans, même moi, depuis que je suis rentré dans la carrière militaire. D'accord. Ça fait maintenant 25 ans. On en parlait déjà. En fait, elle va être octroyée à nos officiers, sous-officiers et militaires du rang qui ont obtenu un niveau de qualification pour opérer en montagne. Donc par exemple, pour un militaire du rang qui deviendra chef d'équipe de haute montagne, donc un soldat, un jeune soldat, il aura quand même passé un mois en été et un mois en hiver à faire différentes courses, avec différents tests techniques, psychologiques et physiques. Voilà. Et jusqu'à maintenant, il n'avait rien de plus que quelqu'un qui n'avait pas cette formation et qui n'avait pas assumé ses responsabilités. Donc pour nous, c'est une juste reconnaissance de l'engagement et de la prise de responsabilité de nos hommes et de nos filles. Donc il était temps. Oui, mais moi, il était temps, mais moi, je me félicite parce que c'est un travail, une œuvre de très très longue haleine. C'est
à la fois l'œuvre de tous les officiers qui ont passé beaucoup de temps à Paris, occupé des hautes responsabilités, et puis l'œuvre de nos soldats en opération, et notamment alors depuis la Bosnie, dans les années 90, début des années 90, surtout de l'Afghanistan. Voilà, je pense que ça a été le révélateur pour tout le monde, que nous n'étions pas seulement des montagnards, donc des gens un petit peu originaux dans l'armée de terre, mais qu'on était d'abord des combattants. Voilà, et depuis ce moment-là, il n'y a plus de doute sur le fait que nous étions légitimes pour avoir cette prime. Simplement, il a fallu attendre que toutes les planètes s'alignent, politique, dans la hiérarchie militaire, et puis aussi au sens budgétaire du terme. Et aujourd'hui, c'est fait. Et voilà, et moi, j'en sais tout à fait gré, je le dis sans aucun état d'âme, à Madame Parly, la ministre, et puis au chef d'état-major de l'armée de terre, le général Bosser. Merci, Général, d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous laisse rejoindre la régie. On va parler, oui, merci. On va parler économie et esprit d'initiative. Maintenant, je reçois Coralie Fernex sur le plateau d'Accès Direct. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Coralie, vous avez 20 ans et vous avez créé votre entreprise spécialisée dans la garde d'enfants et d'animaux. Pourquoi avoir créé votre propre structure à 20 ans? Parce que j'ai commencé à garder des enfants quand j'étais plus jeune. Et puis, ça a tellement pris d'ampleur dans ma vie professionnelle et personnelle. Et puis, je me suis dit, il y a quand même matière il y a quand même du travail à faire derrière. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi les autres le font et pourquoi je ne pourrais pas le faire? Et donc, à 20 ans, je me suis dit, on va se lancer petit à petit, on va analyser, faire une étude de marché. Et puis, c'est là où est venue l'idée de créer l'entreprise. Voilà, j'ai pris comme modèle mes frères, ma famille, des amis à moi qui se sont lancés. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu le faire, justement. Ça avait toujours été un petit peu une envie d'être votre propre patronne? Oui, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le fait de voir mes frères, de prendre exemple sur eux, de prendre exemple sur ma mère. Je me suis dit, je veux leur ressembler, je veux faire comme eux. Et puis, j'ai trouvé une branche qui m'a plu, les animaux et les enfants. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Sitting Service. Alors l'entrepreneuriat, je suppose que c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup on entend souvent parler des freins administratifs, du millefeuille, etc. Oui. Comment ça se passe quand on sort des études et qu'on se prend ça en plein visage? Alors moi, j'ai eu la chance de passer un BTS assistant manager au lycée des Glières à Annemasse. C'est un BTS que j'ai choisi parce qu'il était dans la localité, en fait, là où j'exerçais déjà mes prestations. Donc ce BTS, il m'a appris à rédiger des factures, à faire des devis, à travailler sur un site internet, à un peu gérer les situations d'embauche, enfin bref, toutes ces petites choses comme ça. Donc j'ai eu la chance de le faire. Et une fois rentrée dans la vie active, une fois l'entreprise créée, j'avais quand même mes petites professeurs derrière moi qui m'ont toujours épaulée, toujours soutenue, elles ont toujours cru en moi. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai affronté ma vie active très sereinement. Donc aujourd'hui, vous avez 20 ans toujours? Je joue sur mes 21. 21, ouais. Voilà. Et vous avez à cœur de communiquer là-dessus, justement, sur le fait qu'être chef d'entreprise à 20 ans, c'est possible. Pourquoi c'est important de le faire savoir? Tout simplement parce que je veux me démarquer des autres. Alors, je dis pas que les jeunes de 20 ans sont tous mauvais, loin de là, mais c'est vrai qu'aux yeux des personnes plus âgées que moi, on a toujours tendance à dire que les jeunes de 20 ans sont assez fêtards, assez casaniers, toujours vivent sous les jupes de papa et maman. Moi, c'est cette motivation que j'avais envie de montrer, c'est qu'à 20 ans, oui, on est jeune, on peut avoir des ambitions, on peut devenir chef d'entreprise. Donc voilà, c'est un peu ce cliché que je voulais détourner, quoi. Jusqu'où vous allez aller? Parce qu'à 20 ans, quand on crée son entreprise, qu'est-ce qu'on fait à 30 ans? J'ai démarré, donc je démarre sous le statut de micro-entreprise parce que je me suis dit, je peux pas à 20 ans avoir des salariés qui sont peut-être plus grands que moi. Donc voilà, je me suis dit, je vais démarrer petit et peut-être qu'à 30 ans, j'aurai une agence avec des nounous, des babysitters, des nourrices agréées d'un côté et des promeneuses d'animaux, des pet-sitters de l'autre. Donc voilà, c'est mon objectif. Donc peut-être qu'à 30 ans, voilà, j'aurai une agence avec tout ce petit monde
monde derrière moi. Alors justement, on va quand même parler un petit peu de l'activité. Il y a les enfants et les animaux. Tout simplement, comment ça se passe, le quotidien de Sitting Service? Alors pour les enfants, donc j'interviens donc toujours à domicile, que ce soit les deux services. Donc pour les enfants, j'interviens généralement le matin et le soir, donc pour les accompagnements à l'école. Les midis aussi, ça m'arrive de garder les enfants pendant le temps du midi. Donc je les ramène chez eux, je m'occupe d'eux, comme si j'étais leur maman en fait, tout simplement, une seconde maman. Donc après, je peux aussi intervenir le soir pour quand les parents souhaitent sortir au cinéma, au restaurant et qui souhaitent trouver une nounou, une personne pour s'occuper d'eux. Parce que c'est vrai que dans la région où on est, voilà, il y a certaines familles qui n'ont personne en fait derrière eux. Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours en recherche. Et pour les animaux, c'est pareil. J'interviens à domicile donc pour proposer des balades ou des promenades ou les garder en journée. Donc voilà, comme si j'étais leur maître. Voilà, leur maître de substitution plutôt. Et ça se fait vraiment dans le cadre professionnel, c'est-à-dire qu'au début, vous avez commencé, comme beaucoup de jeunes, voilà, babysitting comme ça, à droite, à gauche. Exactement. Là, maintenant, le cadre, on en a parlé, voilà, c'est l'entreprise. Ce cadre-là, il était important pour vous de mettre en place assez rapidement? Oui, parce que la demande a évolué en 3 mois. Je suis passée de 2 familles à une 50aine. Donc je me suis dit, il y a un petit problème. Soit j'arrête tout, soit je diminue. Donc, ce qui veut dire que je dirais non à d'autres clients. Enfin, je mettrais des parents dans l'embarras. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me mettre au vert et créer une plateforme, un statut juridique, tout simplement, pour me mettre en légalité, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Coralie. Donc, je rappelle, il y a le site internet sittingservice.com, la page Facebook ou Instagram où je crois que vous êtes très active et on peut voir. Il faut, oui, on peut voir tout ce que vous faites. Merci beaucoup et puis longue vie. Du coup, vous reviendrez peut-être sur ce canapé dans 5 ans pour nous parler de l'ouverture d'une 4e antenne. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. On termine avec notre agenda hebdomadaire avec Camille. Salut Camille. Salut Fanette. Et on va commencer ce week-end, pourquoi pas, c'est bientôt l'été, les beaux jours, etc., à se racheter un vélo. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Printemps, pour moi, voilà, les jours rallongent, tout va bien. Donc voilà, c'est une bonne idée pour se remettre au vélo ou pour revendre son vélo qui a peut-être passé quelques temps dans la cave sans s'en servir. Ça se passe donc à la place des Arts à Cran-Gévrier. On peut faire son dépôt de 8h à 11h et donc les ventes se passent de 11h à 17h. C'est Roule & Co qui organise ça et qui conserve, pour information, à peu près 10% du montant des ventes. En revanche, ils s'occupent de tout, donc c'est plutôt pas mal. Et ça leur permet aussi, eux, de vivre. Voilà, oui, ils font pas mal de choses. Exactement. Donc vous pouvez retrouver les infos sur roule-co.org et ça, c'est pour la Haute-Savoie. Et pour la Savoie, ça se passe aussi à la Motte Servolex. Il y en a une, halle Charles de Croux. Les dépôts se font ce soir jusqu'à 20h et samedi matin à partir de 8h. Et les ventes se font de 10h à 17h30. Et cette fois-ci, c'est le samedi et le dimanche. Donc on a le temps d'aller faire un petit tour à vélo. Et ensuite, on va parler de Bodega. Ça se passe du côté d'Annecy. Oui, tout à fait. C'est à la galerie Art by Friends à Annecy que ça se passe. Bodega, en fait, tout simplement, c'est 4 équipes d'artistes qui vont improviser des créations grand format à partir de matériaux qui ont été récupérés un peu par-ci, par-là dans les entreprises d'à côté. L'idée, c'est de pouvoir déambuler autour de ces artistes qui vont créer entre 18h et 23h30. Il y a un système de vote. S'il y a une œuvre qui vous plaît particulièrement, vous pouvez voter encore sur ce thème du recyclage, donc avec vos canettes de consommation vide, évidemment. Il y aura de la musique, il y aura de la nourriture sur place. L'idée, c'est de passer une bonne soirée dans la galerie. Au niveau du tarif, c'est à 5 € et vous retrouvez toutes les infos sur le Facebook d'Art by Friends. Et je crois que toi, tu connais aussi des certains artistes sont plutôt talentueux, mais je suis pas très objective, ce sont des copains. On reste dans le recyclage à l'échelle plus large. C'était ma petite thématique de début d'agenda. Effectivement, c'est la semaine du développement durable
durable la semaine prochaine du 1er au 9 avril. L'idée, c'est donc encore une fois de se questionner un peu sur sa consommation et comment protéger notre planète et notre environnement. Donc il y a des tas d'événements nationaux. Moi, j'ai décidé de faire un petit focus sur Annecy parce que j'ai déjà trouvé énormément de choses qui s'y passent, donc c'était déjà dur de faire un choix. Il y a des conférences, il y a des projections de films, des ateliers participatifs. On peut même visiter des stations d'épuration pour en savoir un petit peu plus. Et il y a également un village du développement durable à Courrier avec de nombreux acteurs qui sont impliqués, notamment des magasins de vrac, des collectifs, des associations, des producteurs locaux, etc. Moi, j'ai noté comme temps fort, donc la semaine prochaine, un atelier participatif à 19h30 avec Julien Vidal, qui est l'auteur du livre Ça commence par moi, qui a pas mal fait parler de lui. Ça, c'est le mercredi donc 3 avril à 19h30. Et sinon, une conférence jeudi 4 avril à 19h30 également sur la famille Presque Zéro Déchet avec Jérémy Pichon, livre que j'ai dévoré, c'est ma bible personnelle. donc voilà, je pense que j'y serai en tout cas. Tout ça, c'est gratuit pour la plupart des événements, donc très sympa. Et puis voilà, vous retrouvez tout le programme sur le site annecy.fr. Voilà, avis aux amateurs. Et puis, on va parler santé et sport. Voilà, les deux combinés. Exactement. C'est la 33e édition de la course du cœur. Donc la course du cœur, c'est un défi sportif qui part de Paris pour rejoindre Bourg-Saint-Maurice en Savoie. C'est 750 km de course à pied en relais pendant 4 jours et 4 nuits. Ça correspond à peu près à 60 à 80 km pour chaque coureur. Ils sont 26 équipes, 370 coureurs et encadrés par 150 bénévoles et accompagnateurs. L'idée, c'est de sensibiliser aux dons d'organes, puisque le chiffre est en baisse. On a moins 5% de donneurs d'organes depuis 2017, soit 324 greffes de moins par an. Plus de 57 000 personnes en France vivent grâce à un organe greffé et c'est 23 000 personnes qui sont en attente d'une greffe pour la France. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se faire connaître, de faire parler d'eux. C'est une belle campagne de sensibilisation et vous avez également des sites, donc dondorganes.fr pour se renseigner et lacourseducoeur.com pour suivre un petit peu l'événement. Et on peut également encourager ces sportifs sur le site courseducoeur.enter.sap et les suivre ainsi en temps réel. Donc à noter qu'une partie des coureurs devrait être entre Villars-sur-Doron et Albertville ce dimanche entre 9h et 11h30. Une autre équipe courra entre la basilique d'Aime et la mairie de Bourg-Saint-Maurice entre 9h30 et 11h30, toujours dimanche. Et toutes les équipes se rejoindront au parking du funiculaire de Bourg-Saint-Maurice à 14h15 pour arriver aux alentours de 17h aux Arcs, place basse des Villards. Donc voilà, ça fait un beau petit programme et en tout cas on peut les suivre sur le site que je vous ai donné. Et puis, on termine avec 2 événements musicaux. Oui, un petit peu de musique, à commencer par ce concert de Leïla Huissou. C'est une jeune chanteuse, compositrice, interprète. Ça se passera ce samedi à 20h au pôle d'Albi-sur-Chéran. Elle a été doublement récompensée dans le cadre du prix Georges Moustaki, qui est un prix qui récompense les artistes francophones, autoproduits et indépendants. Elle a eu le prix du public et le prix Catalyse. C'est une personne qui est assez spontanée, entière, fragile, drôle, un peu tout ça à la fois, qui est très sympa, moi j'aime beaucoup. Au niveau des tarifs, c'est à 17 € pour les adultes et 12 € pour les moins de 15 ans. Et c'est aussi l'occasion, moi j'ai tout regroupé mes événements en 2 événements, comme ça je dis pas mal de choses. C'est l'occasion en fait de divulguer aussi la programmation de la 10e édition du festival Chenazik, qui est un festival musical qui aura lieu le 14 septembre prochain à Chennes-les-Frasse. Et donc voilà, le programme sera dévoilé pendant le concert. Et puis Damien a voulu accélérer et donc on est déjà parti du côté de la Clusa. Exactement, avec la 7e édition du Radio Meux Circus Festival. Donc ça se passe depuis le 28 mars et ça se terminera ce dimanche à la Clusa. Pour le petit rappel, Radio Meux, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une web radio indépendante qui a été créée à la Clusa par Philippe Thévenet en 2007, je crois. C'est la 6e radio digitale la plus écoutée en France. Elle diffuse musique 24 heures sur 24. Vous n'avez pas de pub, ce qui est très bien. Et donc ce festival, donc il y a une partie payante avec des concerts sous chapiteau et une partie gratuite avec des scènes off qui se passent donc dans des cafés, dans des bars, dans les lieux de vie de la Clusa. Pour vendredi, donc pour ce soir et samedi, c'est complet pour les concerts sous chapiteau. En revanche, il reste des places pour dimanche. Et après, les scènes off, c'est gratuit. Chacun peut y aller un petit peu quand il veut. La billetterie est disponible sur Internet et à l'office de tourisme de la Clusa. Et toutes les infos sont sur le site circus.radiomeux.com. Oula, il est pressé. Je pense qu'il est pressé. Merci Camille. Et puis, changement d'heure. On change d'heure. Et ça nous permettra de boire l'apéro plus longtemps le soir, puisqu'il fera jour plus longtemps. Voilà. À 2h, il sera 3h.
Je crois que Seb nous redit tout à l'heure dans le JT. Merci Bon Camille. Seb justement me rejoint pour un petit rappel des titres. On commence avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc qui votait ce matin à Annecy. Vote du budget primitif 2019, Conseil Savoie-Mont-Blanc, des conseillers départementaux de Savoie, des conseillers départementaux de Haute-Savoie. On a beaucoup parlé d'agriculture avec des aides envers les agriculteurs qui ont souffert de la sécheresse et envers la filière de Roblochon. Et puis une petite visite des thermes d'Aix-les-Bains. Oui, une visite insolite pour les thermes nationaux d'Aix-les-Bains, fermés en 2008. Ils ont ouvert leurs portes à deux privilégiés, Clémence Roaldès et Florian Brenin, pour une visite pleine de surprises. Et Seb, à tout de suite pour le JT, restez avec nous.